Donc bonsoir. Donc on va parler d'une nouvelle chose, en effet, il y a un nouveau générique. Alors du coup la présentation, ok voilà. Donc on va deviner le sujet de l'épisode ensemble, ou plutôt le sujet de la nouvelle série que je vais introduire à partir de la semaine prochaine, et puis donc avec vous ensemble. Donc pour commencer, je vais vous parler de 8 personnes. Donc là on a Otto Jespersen, on a Eliezer Ben Yehuda, on a Paul Frommer, on a Joël Landais, David J. Peterson, Mark Okrent, Johann Martin Schleyer et Ludwig Leisa Samenhof. Alors je ne sais pas si vous connaissez ces personnes, en tout cas elles ont toutes quelque chose en commun. Comment ? Ouais. Et du coup, on va peut-être un peu parler de chacune de ces personnes, pour commencer donc avec Otto Jespersen, qui était linguiste, il ne l'est plus, il est mort. Il était donc danois et il est connu pour le cycle de Jespersen, qui est un cycle d'évolution de la négation, notamment dans les langues indo-européennes. Le français est concerné, par exemple. On avait à la base « je ne dis pas, je dis pas ». C'est une évolution de la négation en français qui correspond à ce cycle. Il est aussi connu pour des travaux sur la langue anglaise, puisque c'était son dada. Eliezer Ben Yehuda était philologue, donc ma foi c'est quand même assez quelque chose de similaire à la linguistique, pas tout à fait, mais assez similaire. Et il est connu pour ses travaux sur l'hébreu, alors sur l'hébreu ancien et sur le nouvel hébreu, on verra ça juste après. Et il est donc mort aussi, le pauvre, mais ça comme beaucoup de la liste, vous verrez. Paul Frommer, lui il n'est pas mort, mais il est aussi linguiste. Il est linguiste à l'Université de Caroline du Sud, il est donc américain, et il est spécialiste, si je ne dis pas de bêtises, de la syntaxe iranienne, donc c'est quelque chose qui est quand même assez pointu. Il parle aussi malais, je crois, enfin vraiment des trucs qu'aucun être vivant ne fait normalement, mais bon, lui, il le fait. Et Joël Landais, lui, c'est à part. Alors, lui, il est français, il est professeur de français, d'ailleurs, dans la région de Chartres, si je ne dis pas de bêtises. Il a des connaissances de linguistique, il a beaucoup voyagé, il parle beaucoup de langues, et du coup il est très intéressé par la question, mais il n'est pas linguiste. David J. Peterson non plus, il est professeur d'anglais, il est californien, et il a également une maîtrise de linguistique, mais a priori il n'est pas linguiste non plus. Mark Okrent était linguiste, il était aussi californien, enfin en fait il est encore californien, par contre il n'est plus linguiste, il est retraité. Et il est connu pour ses travaux sur les langues amérindiennes éteintes. Alors pareil, c'est aussi un truc pointu, un truc que tout le monde ne fait pas normalement, mais bon, lui, il le faisait. Johann Martin Schleyer, alors là, c'est un peu notre extraterrestre, parce qu'il est prêtre, en fait. Voilà. Il est prêtre catholique, enfin, il était, parce qu'il ne l'est plus, il est mort, forcément. Il était allemand, ou plutôt bavarois, parce qu'à l'époque où il est né, l'Allemagne n'existait pas. Et aussi de la liste, c'est le seul qui a fait un petit séjour en prison. Bon, ça c'est une petite anecdote. Il a prêché contre le socialisme, c'est mal passé. Il a fait 4 ans de tôle, 4 mois de tôle, pardon. Voilà. Mais sinon, il était musicien et il était philanthrope. Mais il n'est pas linguiste non plus, et a priori aucune connaissance ni aucune formation de linguiste. D'ailleurs, à cette époque, c'était peu courant parce que c'était pas vraiment une discipline universitaire. Et Ludwig, lui, il est ophtalmo. Donc voilà, c'est pareil, c'est encore un peu à part. Même si on lui doit quand même la première grammaire en yiddish. Alors pourquoi il est ophtalmo ? Parce qu'il était intéressé par les langues, et puis son père il lui a dit non, trouve-toi un vrai métier, et du coup il a fait ophtalmo, voilà, donc pas bonne presse à l'époque la linguistique. Donc du coup ces 8 personnes ont quelque chose en commun, et comme on va le voir, toutes ne sont pas linguistes. Est-ce que vous savez peut-être quelles sont ces choses ? Je ne sais pas. Prononcez-vous. Personne, on va le découvrir ensemble. Ces personnes sont créateurs de langues, en fait. Ils ont créé des langues. Enfin, du coup, Monsieur Jespersen a créé le novial. Bon, c'est une langue de laquelle vous n'avez sûrement jamais entendu parler, c'est pas très grave, parce que ça n'a pas bien marché. Mais bon, il y a cru. Par contre, Eliezer Ben Yehuda, vous la connaissez très certainement, puisque c'est l'hébreu moderne. L'hébreu moderne peut être considéré comme une langue construite, on le verra juste après, et c'est justement très intéressant. Et Paul Frommer, là vous connaissez sûrement aussi, mais pour d'autres raisons, c'est le Navi. Donc du film Avatar, un film qui est
Pas terrible, on va le dire, mais linguistiquement, c'est cohérent et c'est très intéressant. Il y a au moins ça à sauver dans le film, hein. Joël Landais, quant à lui, il a créé l'Uropi, une langue qui a eu, bon, on va dire, un succès mitigé dans les années 90. Bon, moi, je lui ai déjà parlé, il y a encore quelques personnes qui doivent parler Uropi, mais c'est pas très courant. David J. Patterson, par contre, le Dothraki, là vous connaissez, je pense, tous, hein, dans une semaine, Game of Thrones, et peut-être aussi un petit caméo dans ma prochaine vidéo, bon ça c'est une autre histoire, vous verrez ça la semaine prochaine, je tease un peu, hein, je suis un peu comme ça aussi. Et donc il a aussi créé le haut-valyrien, et en fait la plupart des langues qu'on peut entendre dans les séries américaines aujourd'hui. Donc il a un sacré CV de créateur de langue aujourd'hui. Mark Okrand, il a fait le Klingon. Donc ça date un peu, mais ils avaient vraiment fait appel à un linguiste à l'époque. Donc c'est quelque chose d'assez, quelque chose qu'on peut saluer, parce qu'à l'époque on prenait souvent des mecs, on leur disait tiens dis des trucs, et ça va passer. Mais pour le Klingon, ils se sont dit non, on va faire un vrai truc sérieux. Schleyer, lui, il a fait le Volapük. Alors, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, le Volapük, mais c'est la première langue construite à vocation internationale qui a effectivement eu un écho international. Bon, ça marche plus tellement bien aujourd'hui, mais bon, à l'époque, ça a marché. Et Zamenhof, on lui doit l'espéranto. D'ailleurs, c'est aussi le mec que j'ai sur mon t-shirt. Donc l'espéranto, là, j'espère quand même que vous en avez au moins entendu parler. Alors, une langue construite, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, une langue construite, en fait, on n'arrive pas vraiment à définir. Déjà, on n'a pas vraiment de terme. Les linguistes appellent ça des langues créées, des langues fictionnelles, même si ça dépasse la fiction. Des langues construites, bon, c'est construit, donc c'est cohérent, mais bon, ça fait pas terrible, hein. On ne dit pas que le français est une langue, je sais pas quoi, on dit que c'est une langue. Langue imaginaire, ben, quand ça dépasse l'imagination, voilà, qu'est-ce qu'on en fait? Langue artificielle, ben pareil, il y a le côté c'est un peu, comment dire, c'est comme un meuble, quoi, voilà, c'est artificiel, je sais pas. Et les Allemands parlent aussi de langue planifiée, ils parlent de Plansprache. Et ben en fait, il y a un terme pour tout ça, même si les linguistes l'ignorent le plus souvent, parce que les linguistes ne s'intéressent pas vraiment aux langues construites, c'est ce qu'on appelle une idéolangue. Et donc le créateur est un idéolinguiste. Et en anglais, on a donc le terme de conlang ou de conlanger pour le créateur. Bon. Et donc, du coup, le sujet de la conférence, est-ce que les langues construites, les idéolangues, s'opposent naturellement aux langues dites naturelles? On pourrait appeler ça des biolangues. Alors ça, c'est un terme que je vous sers un peu là comme ça, parce qu'il fallait bien trouver un terme un peu voilà. Puis en plus, ce qui est bio, ça fait authentique, ça a un petit côté ancestral, un petit côté vrai, comme ça. Bon. On va voir que ce n'est pas forcément toujours le cas. Mais avant de tout ça, avant de parler de tout ça, on va déjà définir ce qu'est une idéolangue, notamment en fait les types d'idéolangues. Parce qu'on ne peut pas classer les langues construites comme n'importe quelle langue. On ne peut pas dire, ben voilà, c'est une langue germanique, c'est une langue romane, ça fait partie de la famille des langues indo-européennes, pardon. On ne peut pas. Donc du coup, on a des autres subterfuges. Et on parle par exemple de langues a posteriori, qui sont des langues d'inspiration naturelle, c'est-à-dire qu'on se base sur des langues qui existent déjà, et les langues a priori, au contraire, sont des langues qui se basent sur absolument rien. C'est, voilà, un peu YOLO, je fais comme je veux, ça c'est une langue a priori. On peut aussi diviser en langues artistiques contre les langues auxiliaires internationales. Là, pareil, langue artistique, ce sera plutôt des langues dans la fiction, langue auxiliaire internationale sera plutôt l'espéranto, des langues qui veulent vraiment servir dans le monde pour communiquer entre les personnes. Souvent, ça ne marche pas. Ça, c'est autre chose. Les langues expérimentales, ce sont des langues qui servent ou qui veulent, en tout cas, vérifier certaines théories linguistiques ou qui veulent un peu pousser la langue dans ses retranchements. Par exemple, le Tokipona est une langue minimale. Il n'y a que 110 mots, je crois, en Tokipona, et ça marche. C'est expérimental. Et les pseudolangues, ce sont des langues construites qui n'en sont pas. En gros, pour faire court, le sildavien de Tintin, c'est pas une langue construite, c'est de la merde, il n'y a rien, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de grammaire, il n'y a que dalle, c'est une pseudo-langue. La langue des Ewoks dans Star Wars, c'est pareil. On a demandé à des mecs de réciter des prières bouddhistes un peu comme ils les entendaient et de les répéter. C'était pas très probant, donc il n'y a pas de grammaire, il n'y a pas de phonologie, il n'y a rien. C'est une pseudo-langue. Donc du coup, on peut faire un axe, en gros, entre ces langues a posteriori, donc ces langues d'inspiration naturelle, et les langues qui ne le sont pas. Parce que forcément, entre tout ce spectre, il y a les langues dites mixtes, qui sont en fait un peu à la frontière des deux. Donc on peut en gros représenter ça sur un axe. Et d'un côté, forcément, dans les langues a priori,
Dans les langues qui ne se basent sur rien de connu, on va trouver les langues expérimentales comme le sol-ré-sol, qui est une langue basée sur de la musique, sur les notes de musique. Le lojban, qui est une langue basée sur la logique, qui est une langue qui est absolument impossible à parler d'ailleurs, parce que c'est beaucoup trop lourd. Et le tokipona, dont j'ai parlé juste avant, qui est une langue minimale. Après, si on évolue un peu plus vers la frise des langues a posteriori, on va trouver le klingon, que vous connaissez tous. Le kotava, que vous ne connaissez pas, c'est une langue à vocation internationale, ça n'a pas marché non plus, mais bon, il y en a plein des comme ça. Quand on se déplace, après, on va donc trouver le dothraki ou le haut-valyrien, qui sont des langues qui ont été inventées, a priori, qui ne se basent pas sur grand-chose. Même si pour le dothraki, ça se base en fait sur quelque chose. Enfin, il y a des inspirations. Le créateur, par exemple, s'est inspiré de l'estonien pour la négation, ou du swahili, qui est une langue parlée en Afrique, pour le fonctionnement du nom, par exemple. Donc ça se base quand même sur quelque chose. C'est plutôt des inspirations, mais il y a quand même quelque chose. Après, on va trouver du coup les langues qui ont à vocation de servir de langue internationale, comme le volapük dont on a parlé juste avant, même si le volapük est quand même un peu a priori, parce que volapük, en fait, là vous ne le voyez pas, mais puk, dans volapük, ça renvoie à l'anglais speak. Voilà, donc ça, il faut quand même aller le chercher. Donc il y a quelque chose, mais ce quelque chose est complètement insaisissable. L'espéranto, c'est quand même très majoritairement basé sur des racines latines, germaniques ou slaves, donc il y a quelque chose, très clairement, mais le fonctionnement du verbe, il est complètement arbitraire. C'est le créateur qui a décidé comment il fonctionnerait. Et le sambasa, que vous ne connaissez sûrement pas, c'est une langue basée sur l'indo-européen. Voilà. Donc là, pareil, il faut se lever de bonne heure pour l'apprendre, parce que c'est un peu lourd. Et pas grand monde la parle, forcément. Et du coup, on va trouver aussi, à cet endroit-là, en gros de la frise, les langues dites interlangues. Donc l'occidental, par exemple, c'est une langue construite qui sert à faire le pont entre toutes les langues romanes. En gros, on prend tout ce qu'il y a de commun, on le met ensemble et on obtient une interlangue. Alors c'est quand même a priori dans le sens où il y a de l'arbitraire. Mais c'est quand même très largement basé sur quelque chose qui existe déjà. Et le slaviansky, c'est exactement la même chose, mais pour les langues slaves. Et ensuite, on a les langues simplifiées. Par exemple, latiné sine flexione, littéralement latin sans flexion, latin sans déclinaison, c'est du latin auquel on a juste retiré les déclinaisons. Donc ça existe, et c'est très largement a posteriori, puisqu'on a juste retiré une spécificité de la langue. Et pour le simple English, c'est de l'anglais simplifié. Il n'y a pas plus de 3000 mots, je crois, ce qui fait que du coup, ça peut être assez déroutant. Mais ça existe. Il y a même des articles Wikipédia en simple English. Et pour revenir à notre débat de base, les langues construites s'opposent-elles du coup aux langues naturelles? Eh bien, en fait, c'est compliqué. Parce que si on va parler par exemple du nynorsk norvégien, le nynorsk est une des deux langues officielles de Norvège avec le bokmål, et c'est une langue qui a été créée par un linguiste qui s'appelle Orsen en 1905. Et du coup, quand une langue officielle a été créée par un linguiste, même si elle se base sur des langues qui étaient parlées en Norvège, en l'occurrence des dialectes, ben, cette personne a quand même fait des choix qui sont arbitraires, qui sont personnels, qu'elle a compilés dans une grammaire et qu'elle a imposés aux autres. C'est donc, malgré tout, construit. L'hébreu moderne, vous n'avez pas de mot cornemuse en hébreu, il a bien fallu l'inventer. Par exemple, il n'y a pas de mot non plus pour avion. Dans l'hébreu biblique, ils n'avaient pas d'avion. Ils ont bien dû se démerder pour trouver des mots. Ça, Ben Yehuda, il a relexicalisé l'hébreu. Et il a aussi fait des choix arbitraires, car à l'époque, l'hébreu, on ne sait plus trop comment le prononcer. Et lui, il a dit, c'est les séfarades qui ont raison, on prononce tout comme en séfarade. Et ceux qui sont du côté des Ashkénazes, qui parlent yiddish, vous vous pliez à la prononciation séfarade. Il y a encore là de l'arbitraire. L'allemand, l'allemand d'aujourd'hui, le standard est très largement basé sur la Bible de Luther. Et Luther, la Bible, la façon dans laquelle il l'a écrit, il ne l'a pas écrit dans sa langue maternelle, il l'a écrit dans un allemand qui était compréhensible par la plupart. C'est-à-dire qu'il a intégré dans son allemand des spécificités dialectales d'autres dialectes que le sien, pour que tout le monde, en gros, s'y retrouve, quoi. En gros, il a mélangé un peu tout ça pour obtenir une espèce de langue cohérente, compréhensible de tous. Et du coup, forcément, l'allemand, il est quand même un peu construit. Et le français, le français, on l'écrit, on a une norme, on a un institut, on a un standard. L'usage est très largement contraint. Il suffit d'aller sur le site de l'Académie française, sur laquelle vous verrez qu'il y a une section « On dit, on ne dit pas ». Alors, dès l'instant qu'on interdit des usages et qu'on en promeut d'autres, et que c'est absolument arbitraire, que c'est une décision qui est prise par quelques personnes,
et que l'écrit lui-même est complètement arbitraire, eh ben, c'est quand même un usage contraint, et donc dans une certaine mesure, c'est une langue construite. Et ben, du coup, sur notre frise, on peut rajouter les langues naturelles, qui sont des langues a posteriori par excellence. Là, par exemple, on pourrait parler des langues Ausbau, qui sont des langues toit, qui sont un type de langue naturelle. C'est le nu-norsk norvégien, l'allemand standard, desquels on a parlé juste avant, mais aussi le basque, parce que le basque, à la base, ce sont plusieurs dialectes, il n'y a pas une langue basque, c'est le breton, c'est le néerlandais, c'est l'alsacien, et finalement toutes les langues qu'on a voulu associer à un État ou une région, et qu'on a voulu de quelque façon standardiser. C'est en partie construit, puisque c'est arbitraire. Le français standard, quant à lui, est un peu moins arbitraire, puisqu'il se base non pas sur plusieurs dialectes qu'on a voulu réunir, mais c'est une variété qui l'a emporté sur les autres, même si c'est un peu compliqué de dire ça, mais en gros c'est pour résumer, hein, parce que c'est pas tout à fait simple, il y a plusieurs dialectes qui interviennent, etc. Mais en gros, c'est le français Doyle qui a gagné. Par contre, le Piraran, une langue que vous ne connaissez sûrement pas, c'est parlé par 200 mecs en plein milieu de l'Amazonie. Alors là, pour le coup, ceux-là, on a essayé de les évangéliser, ça n'a pas marché. On a essayé de leur apprendre le portugais, ils en ont rien à foutre. On a essayé de leur apprendre plein de trucs, ils en ont rien à secouer. Eux, ils ont dit, nous, on parle notre langue. Et en plus, ils ont une culture qui est quand même assez particulière, c'est-à-dire qu'ils sont absolument hostiles aux autres, ce qui fait qu'en fait, c'est absolument impossible de leur apprendre d'autres concepts. Par exemple, ils ne savent pas compter. On a eu beau essayer de leur apprendre, ils s'en foutent. Ils veulent pas. Donc, il n'y a pas de nombre dans leur langue, il n'y a pas de nombre. Voilà. N'allez pas nous en rajouter, on n'en a pas besoin. Alors là, pour le coup, c'est vraiment une langue naturelle. Il n'y a personne qui a été foutre la merde, il n'y a personne qui a voulu standardiser, et c'est vraiment brut, quoi. Le point de tout ça, c'est si on prenait le problème autrement, en fait. Parce que cette querelle entre les langues construites et les langues naturelles, en fait, c'est une querelle de légitimité. Souvent, et c'est les deux langues que je vais prendre comme exemple, si on prend on va dire l'hébreu, voilà, parce que c'est cool l'hébreu, et l'espéranto, qui est la langue construite la plus connue, souvent quand on entend quelqu'un qui dit « je parle espéranto », on le prend un peu pour un allumé le bonhomme. On me dit « mais qu'est-ce que tu as été perdre du temps pour apprendre l'espéranto, etc. » Alors qu'en fait, il y a des familles dans lesquelles c'est la 4e génération qui parle espéranto. Et ça peut surprendre, mais c'est le cas. Alors que l'hébreu, pour beaucoup, c'est la langue de la 3e génération, puisqu'avant 1945, l'hébreu n'avait pas vraiment de statut, même si en 1936, on lui en a donné un, dans la Palestine britannique, sous mandat britannique, il n'y en a pas vraiment. Et pourtant, l'hébreu est considéré comme une langue naturelle. L'espéranto, non. Et il y aurait une langue qui serait donc plus légitime qu'une autre, la langue naturelle. En fait, comme ils veulent le voir, déjà, c'est pas simple, parce que déjà, c'est plus un continuum qu'autre chose, comme toujours d'ailleurs en linguistique, il y a toujours un continuum quelque part. Et, on pourrait carrément prendre le problème d'une autre façon et se dire, selon Saussure, en gros, Saussure il définit une langue vivante comme une langue dans laquelle il y a de l'oral. Si jamais il y a interaction, qu'il y a échange, qu'il y a de l'oral, et qu'au fond, il y a des... il y a de la vie, il y a des évolutions spontanées, il y a quelque chose qui fait que la langue est absolument incontrôlable, c'est qu'elle est vivante. Et en espéranto, aujourd'hui, on peut le constater. L'espéranto est donc une langue vivante. Une langue vivante, j'appelle ça une langue naturelle. Voilà. Et c'est fini, du coup. C'est à peu près le point sur lequel je voulais vous emmener. Qu'est-ce qu'une langue, au fond ? Et l'espéranto, certainement, en est une, et bien plus que certaines langues qu'on dépeint comme telles. Voilà.